Madame, monsieur, bonjour. Vous êtes les bienvenus dans l'Afterlap, le podcast du sport auto, avec un nouvel épisode, le 116e pour tout vous dire, qui va être consacré au début de la saison F1, débrief des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, les deux premiers de la saison. Laurent-Frédéric Gollet, votre serviteur, qui retrouve son cher ami, le spécialiste de la Formule 1, pilote émérite. On ne vous rappelle pas son palmarès nombreux, mais vous le connaissez par cœur. C'est Tristan Gomandi. Salut Tristan. Bonjour à tous. Comment tu vas, Tristan? Impeccable. Et toi? Tu as passé un bon hiver? Ouais, très bien. C'est toujours trop long. Oui. Là, ça y est, on a du beau temps, donc on va en profiter. C'est vrai que c'est le printemps là à tous les niveaux. Ouais. Et cet épisode, eh bien, vous le retrouvez comme d'habitude en audio sur toutes les plateformes usuelles de podcast, mais également en vidéo sur la chaîne YouTube l'Afterlap. Et Tristan, on s'était donné rendez-vous à la fin de la saison dernière avec ce Grand Prix d'Abu Dhabi dont on parlera peut-être encore dans 20 ans. Qui nous a valu pas mal de vues et de commentaires parce que tout le monde avait son avis là-dessus. C'est vrai que c'était un peu source de débat, voire de dispute au niveau de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Mais enfin, maintenant c'est le passé de toute façon et on est reparti sur une nouvelle saison. Et on s'était donné un peu rendez-vous pour ce début d'année avec ces deux premiers Grands Prix qui se sont déroulés à une semaine d'écart à peu près à la même région du monde, Bahreïn et Arabie Saoudite. Donc moi, j'ai toujours considéré que c'était l'équivalent d'un double header, comme on dit aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on a groupé notre première rencontre avec les deux d'un coup. Bon. Cela étant, j'ai envie de démarrer par un simple constat général. Tristan, on t'aurait dit il y a encore 3 mois qu'effectivement les Mercedes seraient pas bien, que les Ferrari feraient des doublés, que les Red Bull abandonneraient lors du premier Grand Prix. Alors ça a été mieux en Arabie Saoudite bien sûr, mais quand même, tu vois ce que je veux dire, que Magnussen serait de retour et serait dans les points, que Bottas allait s'éclater chez Alfa Romeo et que même un pilote chinois ferait un très bon début de saison. On l'aurait pas cru. Non. Alors après, on savait que avec cette nouvelle réglementation, les nouvelles autos, le championnat qui finalement quand même à la fin l'année dernière était exceptionnel. Donc on pouvait se douter quand même que les équipes se mettaient à 400% pour aller, en tout cas les équipes, en tout cas les deux principales, Red Bull et Mercedes, allaient se concentrer à 400% sur la fin de saison et d'aller chercher ce titre. Donc forcément, ça vient empiéter sur le développement de l'année 2022. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait quand même une certaine souffrance de ces deux équipes-là, qui avaient mis l'ensemble de ces moyens dans le développement de la voiture 2021. Alors, finalement, c'est vrai que tu as raison. La vraie déception, elle vient pas de chez Red Bull. Au contraire, c'est admirable, surtout avec le fait d'avoir maintenant la responsabilité du bloc moteur. Et on a pu voir au dernier Grand Prix que leur moteur, c'est un avion de chasse. Oui. Donc, en tout cas, l'ensemble châssis-moteur fonctionne extrêmement bien. Maintenant, c'est vrai que la vraie déception finalement de ce début de championnat, là, je dirais presque un peu la seule, elle vient de Mercedes et assez McLaren peut-être. Bon, on va détailler. McLaren, ça. C'est vrai, oui. c'est vrai. Alors, bon, mais Mercedes principalement. Mais Mercedes, c'est choquant. C'est choquant. Hamilton 16e, donc je le rappelle, en qualif pur à Jeddah, c'est à la régulière. C'est un peu choquant. Alors bon, on espère qu'il puisse quand même redresser la barre le plus vite possible, parce qu'après ça va devenir quand même un problème, sachant que il parle d'avoir un Grand Prix de moins. Ils ont marqué des gros points quand même à la première course, mais c'est vrai que là Hamilton, il avait l'air démuni, quoi. Il faut être clair. Donc la vraie déception, je pense, elle vient vraiment de ce début de championnat. C'est très intéressant de voir les Ferrari, mais la vraie déception vient de Mercedes. Ah oui. Alors, petite question évidente, sur cette intersaison, on a découvert petit à petit toutes ces voitures. Alors c'est vrai, nouveau règlement, on le savait, nouveau look, on le savait, et c'est étonnant, Tristan, que comme quoi les solutions sont vraiment très différentes d'un point de vue d'apparence, de réflexion sur les côtés des voitures, les pontons, puisque cette Mercedes, on l'a décrit dans un premier temps comme n'ayant pas de ponton finalement, d'avoir une sorte de carrosserie qui tombe, alors que d'autres, on voit, c'est super profilé. Bon, est-ce que tu es un peu sensible à ces F1 2022 ? Oui, bien sûr. En fait, ça montre tout le travail. Quand on voit chaque voiture est différente. Si on prend vraiment que le châssis et la partie coque et tout ce qui est carénage autour de cette monocoque, on voit que toutes les solutions étaient possibles. L'exploitation du règlement est faite, on le voit bien, discutable même en début d'année avec cette solution de Mercedes.
c'est toujours un grand risque de faire quelque chose comme ça avec une vraie innovation comme ils l'ont fait. C'est quand même, c'est toujours un risque. C'est un peu qui tout double. Bon, bah là, malheureusement, la pièce est tombée du mauvais côté. C'est que je pense qu'ils ont quand même un sérieux problème de charge aéro et dans l'ensemble, il y a une refonte et je serais pas surpris qu'on voit très rapidement quand même une vraie différence en termes d'aéro du côté de chez Mercedes. Maintenant, c'est vrai qu'on peut voir que les ingénieurs ont pu s'éclater parce que toutes les voitures sont quand même, en tout cas sur toute la partie entre les deux ailerons, les voitures sont très différentes. Il y a le museau évidemment qu'on connaît bien, mais après tout le profilage du fond plat et autour de la coque, on voit que toutes les solutions ont été envisagées et chaque team est parti un peu dans des directions un petit peu différentes. Quand on voit Ferrari, qui aujourd'hui est un petit peu la référence avec la Red Bull, les deux autos sont quand même très différentes. Les profilés sont différents, le fond plat est différent. Les pontons de la Ferrari sont extrêmement creusés, donc ça laisse toutes les possibilités pour les teams de travailler ce développement-là. D'un simple point de vue visuel, moi j'aime bien le look, on va dire la découpe de l'aileron arrière. Je trouve que ça habille bien la F1. J'aime bien, parce que ça je l'avais pas vraiment vu venir, je l'avoue franchement, que les roues maintenant, il y avait des enjoliveurs à l'intérieur. Enfin tu vois, les roues sont pleines en quelque sorte. Je trouve que ça donne un côté un petit peu pas futuriste, mais bon, plutôt sympa, plutôt ça change. Ouais. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans les deux premiers grands prix, donc on est assez observateur de ce nouveau design, mais je me faisais la réflexion à la fin du deuxième Grand Prix hier soir, et on s'y fait très très vite quand même. Ça reste bien un profil de monoplace, et finalement avec les évolutions aéro des équipes, on va retrouver plus ou moins quand même, on va revenir sur ce qu'on connaissait et ce qui était un petit peu marquant au départ, finalement on s'y fait très très vite. Alors, autre question, avant de détailler peut-être un petit peu toutes ces forces en présence, c'est le circuit de Jeddah. Alors, je voudrais quand même ton avis, parce que t'as vu, il y a eu une affaire extra-sportive, on va dire, avec cet attentat, il n'y a pas d'autre mot, qui a touché une raffinerie, en plus qui est maintenant du sponsor principal de la F1, pratiquement. Et donc, à 12 km du circuit, c'était en feu, un missile est tombé d'une rébellion yéménite, on l'a appris, la situation en Arabie Saoudite, on va dire, intérieure est pas simple, outre le fait que c'est un pays déjà un petit peu controversé, ça, on le savait. Bon. Est-ce que toi, tu comprends que les pilotes aient pu vouloir ne pas disputer ce Grand Prix ? Est-ce que tu crois qu'ils auraient dû tenir bon ? Est-ce que, encore une fois, ce sont les intérêts économiques qu'on connaît, on va pas se voiler la face, évidemment, ils sont très importants, qui ont primé. Est-ce que tu t'es senti un peu concerné par cette problématique là des pilotes et des discussions qui ont lieu tout ce week-end ? Alors concerné, c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas évidemment on imagine bien la situation, surtout psychologique des pilotes. À 6 bornes, il y a quand même un missile qui est tombé sur le. Donc ça, je pense que ça vient se rajouter au contexte géopolitique un peu compliqué avec nos amis russes et ukrainiens. Oui, il y a bien eu sur ça durant l'intersaison. Donc c'est vrai que il peut y avoir pour la plupart, c'est vrai qu'il faut aussi imaginer la moyenne d'âge des pilotes de F1, c'est quand même relativement jeune. Donc c'est tout ça, ils sont dans un espèce de carcan depuis très très longtemps, concentrés sur leur job. Je peux comprendre qu'évidemment ça choque un peu d'avoir quand même ce genre de choses à la porte du circuit, quoi. Donc, alors après, est-ce qu'il fallait aller jusque là et faire front pour dire non, on veut pas prendre le départ, alors que c'est discutable, et d'un autre côté, faut y être pour vraiment l'imaginer. De loin comme ça, je pense que les équipes sont pas folles. Qui a eu de très grosses discussions. Évidemment, la partie financière est très importante. Ils ont annoncé les droits d'engagement qui étaient de 50 ou 60 millions. Oui, moi j'ai même entendu dire 70 millions de dollars et un contrat qui est signé jusqu'en 2036, je sais plus. Enfin bon, voilà. Bon, alors évidemment, quand on sait que le Castellet paye 20 ou 25 millions, ça fait un peu de sous. Maintenant, ça pouvait paraître un peu de loin comme ça, un peu garçon gâté.
il y a un moment donné, mais les équipes se sont chargées de remettre tout ce petit monde dans le droit chemin. Alors à tort ou à raison, parce que c'est toujours facile à dire après coup. Si effectivement il y avait eu un souci et un deuxième attentat dans le paddock, je pense que là, on aurait tous applaudi les pilotes en disant bah oui, ils avaient raison. Bon, alors il n'y a pas de je sais pas s'il y a une vraie réponse à ça. Non, bien sûr, c'est une question très difficile que je te pose. Bon, il y a pas de, il y a malheureusement pas de solution miracle. C'est effrayant pour les pilotes, ça on peut l'imaginer. Jeunes pilotes qui n'ont jamais connu ce genre de danger, comme peu de gens d'ailleurs, hein, mais bon, voilà, je pense que... Bon. On va dire que la F1 ne s'est pas facilité la tâche en allant effectivement signer avec un pays qui demeure, toute considération politique mise à part, très controversée. Là, je suis désolé, c'est évident que... entre la démocratie, la place des femmes, l'évolution d'une société dite moderne, en Arabie Saoudite, c'est pas complètement ça. Donc effectivement, aller là-bas, de fait, ça ouvre la porte à des problèmes sans fin. Bon, voilà. Alors en plus, il y a des attentats. Et ça, effectivement, on n'est peut-être pas forcément venu à ce point-là. Bon, ok, allez. Maintenant, parlons du circuit. Alors, on peut pas lui reprocher son côté spectaculaire, ça c'est sûr, sa vitesse. Un spectacle, oui, qui dans la fin de ce Grand Prix a été génial entre Verstappen et Leclerc, on va en reparler. Maintenant, effectivement, où est la limite entre le spectaculaire et le danger? Parce qu'effectivement, moi j'ai envie de te dire, Tristan, on le sent pas complètement ce circuit, quoi. On l'avait pas complètement senti il y a 4 mois, en avant-dernière manche de la saison 2021. Et là, l'accident de Mick Schumacher, et puis ce danger permanent, je sais pas. Moi, c'est vrai je le sens pas ce circuit. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est un circuit dangereux, incontestablement. C'est un circuit, c'est entre les murs, donc il n'y a pas de dégagement, très peu. Effectivement, sur tous les enchaînements droite-gauche qu'on voit bien, qui sont impressionnants, c'est à plus de 2,50 entre les murs, avec parfois quand même des moments où si le pilote perd l'auto au milieu de cette courbe, l'effet gyroscopique va faire que c'est un peu ce qui s'est passé. Alors bon, lui il a fait demi-tour et c'est encore sur une partie qui est rapide, mais il y a encore des endroits encore plus dangereux que cela. On voit l'impact que ça représente. Donc c'est vrai que d'avoir des grandes courbes comme ça à bloc avec les murs en face, on peut comprendre quand même que les pilotes, il y a des moments, ils sont bien focus sur ce qu'ils sont en train de faire, mais il y a des moments ils doivent se dire là si je la perds, je suis mal quand même. Ouais. Donc oui, c'est sûr que il peut y avoir quand même, c'est le profil de circuit, il peut y avoir de graves accidents. Il en a le profil, voilà. Après, est-ce qu'il faut interdire après les circuits qui sont dangereux j'ai envie de dire, c'est un peu Monaco. C'est un peu Monaco, sauf que là, ça va franchement plus vite, quoi. Oui, parce que Monaco, même si ça va 100 km/h moins vite dans le tunnel, chaque tour, on frémit aussi dans le tunnel. Oui, mais enfin, moi, personnellement. Oui, bien sûr. Sauf que c'est qu'une courbe. T'as pas un enchaînement derrière. Oui. C'est un long droite, le tunnel. Mais c'est un très bon exemple. Et par exemple, il y a un long droite qui se finit sur un freinage. Si tu perds l'auto à cet endroit-là, tu viens taper, tu viens glisser sur le rail et hop, tu finis plus bas. On a vu ça 1000 fois à Monaco. C'est pas la même lorsque il y a un long droite qui enchaîne sur un long gauche. Si tu la perds dans la fin de ce long droite, comme ça arrive, c'est arrivé plein de fois à Monaco. Si ça enchaîne sur un long gauche qui est quasiment à bloc, là la voiture, elle se retrouve avec le mur en face. C'est pas la même. C'est un peu cet enchaînement qui est dangereux. C'est ça. C'est effectivement l'enchaînement des murs. C'est un peu comme, pour ceux qui connaissent, mais c'est vrai que les Porsche aux 24 heures du Mans, on fait une moyenne de 260 là-dedans. Quand on attaque le premier, ils ont créé un dégagement un peu à gauche qui est pas dingue, mais qui finit sur un 90 à gauche. Là quand ça vient taper, ça alors c'est ce qui fait qu'on a une montée d'adrénaline, que les Porsche sont magnifiques et que les virages Porsche sont impressionnants. Mais sauf que là, ça va très très vite. Ça va très très vite et les voitures sont encore plus lourdes que l'année dernière. Donc au moment de l'impact et l'énergie cinétique qu'il faut dégager, de toute façon, on a vu l'état de la voiture de Schumacher.
Elle est détruite. Hein. Ouais. Là, je sais pas ce qu'ils vont récupérer Mais sur psychologiquement, demain, on te propose d'aller piloter à Jeddah. Tu es content ou tu y vas avec une petite retenue en se disant oula, oui, c'est chaud, mais bon, ça fait partie du job. Non, sans déconner. Après, ouais, je savais que t'allais me dire ça. Ouais. Mais les mecs, bon, après, je veux bien être complaisant, mais d'accord. Il y a un moment, le circuit il est comme ça pour tout le monde. Et nous, en tant que spectateurs, bien évidemment, on n'a pas du tout envie qu'il y en ait un qui se blesse. Oui. Enfin, d'un autre côté, que le circuit soit impressionnant, qu'il y ait un peu de danger, et ça fait partie quand même du truc. C'est qu'à un moment donné, quand le pilote il met ses couilles sur la table, voilà. Et il y en a un qui les a mis sur la table, c'est Pérez, dis donc. Mais c'est vrai Pérez, c'est pas la première fois que je vois, parce qu'à Monza, il a toujours été performant. Quand ça va très vite, il arrive à débrancher un petit peu, et là, effectivement, il nous a fait une pole qu'on n'attendait pas forcément, et c'est lui qui a été le plus fort, hein. Il a fait le tour parfait, qui plus est, on n'a pas eu on aurait pu soupçonner, parce que c'est vrai que ça se fait pas mal, vu que les teams tâtonnent un peu, encore sur le setup des autos. On l'a vu chez Mercedes, qui a coûté cher à Hamilton, mais ils ont fait 2 choix très différents pour voir un petit peu laquelle pouvait être la plus performante. Mais c'est pas ce qu'on a senti de la part de Red Bull, donc c'est vraiment un tour. Il a sorti un tour magnifique. Ah ouais. Et il n'y a pas eu d'ailleurs du tout de remarques de Verstappen qui avait eu un problème ou quoi que ce soit. Donc vraiment bravo. Hein. Ah donc, ouais. Parce que là, les Ferrari, elles avaient dominé, Leclerc avait dominé toutes les séances d'essai. C'est vrai que ça semblait logique que Leclerc enchaîne et signe là aussi la pole. Bah non, c'est Pérez qui est venu mettre tout le monde d'accord en qualif. Là encore, hein, je pense que ça répond à une partie de ta question d'avant. C'est-à-dire que le circuit, il est chaud. Tu sais que si tu la perds, ça se passe mal. La caisse, elle est morte, ça c'est clair. Ça va taper tellement fort que la voiture est à reconstruire. Voire il faut en faire venir une autre. Donc ça peut faire cette différence-là. Qu'à un moment donné, le mec qui arrive à mettre tout sur la table et qui fait un beau tour, pas d'erreur, il peut faire la différence. C'est ce qu'a fait Pérez. Ouais. Alors le pauvre Pérez n'a pas été complètement récompensé. C'est vrai qu'évidemment il s'arrête au mauvais moment, même si parfois c'est vraiment un double tour. Hein, ces incidents, parce que souvent quand tu t'arrêtes le premier et qu'ensuite la course est neutralisée et que tout le monde va au stand, bah c'est toi qui en profites. Souvenez-vous Alonso à Singapour. Mais là effectivement, comme il n'y a pas eu safety car tout de suite, c'est du virtual safety car. Effectivement, c'est pas bien tombé. Donc Pérez, hélas, a dû se contenter de la 4e place à l'arrivée. Non, parle-moi de cette bataille finale, on va dire, des 10 derniers tours, et même des 5 derniers tours, des 6 derniers tours, Verstappen-Leclerc. Alors, l'affiche Verstappen-Leclerc semble avoir remplacé instantanément l'affiche Hamilton-Verstappen de l'an dernier, mais on verra sur l'ensemble de la saison. Concentrons-nous sur cette fin de course, hier. Alors, tu pensais que Leclerc allait tenir bon, que Verstappen allait trouver l'ouverture. Une fois que Verstappen a trouvé l'ouverture, tu pensais qu'il allait tenir bon, qu'au contraire, il allait se refaire doubler. Comment t'as vécu cette fin de course? Ce qui est pas clair, le premier truc, c'est quand même que Charles a vraiment pris le pas au moment du restart. Il a perdu 4 secondes. Bah oui. Donc, alors, est-ce que c'est par un excès de prudence? Parce que faut quand même pas oublier qu'il est jeune, qu'il est dans une position de leader au championnat du monde. C'est quand même quelque chose, tout ça est quand même très nouveau. Avec la pression qu'on peut imaginer quand même de la Scuderia, des fans. Enfin, faut quand même s'imaginer le poids qu'il a sur les épaules, le gamin. Bon. Donc, il voit qu'il reste 5 tours, 6 tours. Il veut surtout pas faire l'erreur. Ça peut être ça. Alors, on peut expliquer que les pneus étaient plus froids, qu'il a mal chauffé, que le truc. Je pense que là où Verstappen est assez exceptionnel, c'est d'être sur le fil du rasoir, comme il nous l'a montré depuis bientôt 2 ans, 3 ans, puis surtout l'année dernière avec Hamilton. Il est stratosphérique dans ce genre de situation. Et je pense que il y a une différence qui s'est créée là, par l'expérience, par le courage peut-être, mais en tout cas, les 4 secondes, c'est quand même parce que on pouvait se dire que effectivement la voiture, la Ferrari bougeait plus, les pneus étaient mais quand on voit Verstappen derrière, ça bougeait tout pareil. Et il lui a juste collé 4 secondes en 2 tours. Donc, oui, alors c'est vrai qu'il y avait cette virtual safety car ending. C'est vrai que moi j'ai eu l'idée me disant que Verstappen avait un peu trop regagné du temps, parce que le virtual safety car, des fois on a quand même un doute, on se dit ça permet de gagner du temps, je sais pas.
Mais là, c'était plus important. Non, il a enchaîné. Ça. Et puis on l'aurait vérifié. Le premier tour, il a gagné 2 secondes et oui, demie. C'est ça. Ouais. C'est dans le tour, hein, c'est pas forcément. Ouais. Puis après, ça a été 1 seconde et demie. L'autre start. Ouais. Alors, peut-être, malgré tout, je veux pas. Mais enfin, pour qu'il y ait un tel écart, 4 secondes. Je veux dire, faut vraiment qu'il y en ait un qui ait les pneus froids et l'autre. J'ai du mal à y croire, quoi. Donc, je pense que vraiment, c'est à un moment donné. C'est toujours plus facile d'être chasseur que chassé. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Je pense que Leclerc a eu un petit excès de prudence du côté de Charles, qui effectivement, il voit personne dans les rétros parce que 4 secondes, ça fait beaucoup. Hein. On les voit pas dans les rétros. Hein. Non. Donc, il a souhaité être très prudent et se laisser le temps de remettre la voiture en condition. Sauf que les 2 tours, 4 secondes en 2 tours, l'autre il a recollé et puis quand le chien il a mordu, Verstappen il lâche plus. Hein. Non. Donc après, ce qui était un petit peu pas étonnant, mais ça nous a montré que en fin de course, la Red Bull fonctionnait au moins aussi bien que la Ferrari. En tout cas, elles étaient vraiment à un niveau équivalent. Et puis le moteur de Verstappen, c'est un avion de chasse. Hein. Bon. C'est évident que ces 2 équipes ont fait le trou. Je veux dire, là, c'est clair, les 2 premiers Grands Prix, il y a Ferrari-Red Bull, en super duel d'ailleurs, c'est vrai que c'est super. Et puis il y a le reste. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de reconstater ce qu'on a vu l'année dernière, c'est qu'à mi-championnat, ou même un peu avant l'année dernière, il y a un moment donné, il y a 2 pilotes qui se sont sortis des trucs. Mais ça vient encore prouver un petit peu ce qu'on expliquait l'année dernière. C'est que quand on est à ce niveau-là, et qu'on sent qu'on a la voiture pour gagner, et qu'on est en baston avec un petit camarade, les pilotes, alors aujourd'hui c'est Verstappen et Leclerc, l'année dernière c'était Hamilton et Verstappen, mais on voit bien que de toute façon c'est quand même un état d'esprit, c'est quand on est rendu à ce niveau-là de pression et cette volonté d'aller remporter le Grand Prix, les 2 pilotes se transcendent à un point qu'il est quasiment impossible c'est quasiment impossible pour un autre pilote d'aller se mettre dans cet état mental, quasiment un état secondaire, pour aller à ce niveau de perfo. Et les 2 pilotes en baston se mettent à un niveau de perfo que les autres ne peuvent pas suivre. Alors qu'on sait qu'un Carlos Sainz a prouvé de très très belles choses, garçon très vite. Et l'année dernière, franchement, ils ont joué à jeu égal, ce qui était même... J'attendais pas Sainz à ce niveau-là l'année dernière. Il jouait pas aux avant-postes. Ça tapait dans les 4-6. Bon... et Carlos a quand même, il y a un moment donné de la saison, on avait presque envie de dire Carlos commence à prendre l'ascendant. Tout à fait. Il est un poil en retrait et la baston qui est créée par Verstappen avec Leclerc font que, comme l'année dernière, à un moment donné, il y a 2 pilotes qui se transcendent et qui créent les 4 dixièmes d'écart, entre 4 et 6 dixièmes d'écart autour. Et puis ça crée des écarts de 10 secondes avec les autres, alors qu'ils ont les mêmes autos et que il y a un Pérez qui fait la pole, donc il a prouvé qu'il était capable d'aller rouler aussi vite, et un Sainz qui est aujourd'hui, il y a rien qui me montre que Sainz est moins vite qu'un Leclerc, et pourtant là encore une fois, boum, les 2 équipiers ils ont pris un gros pas derrière. Ces équipiers. Non, analyse très fine et très exacte, mon cher Tristan. Le fait est que ça fait plaisir de voir Ferrari qui revient au sommet, parce que ça va faire une nouvelle équipe. Ça me pose la question, ce phénomène alors de rebond, de marsouinage, t'as entendu tous les termes, c'est vrai que c'est étonnant et ça doit pas être sympa physiquement à encaisser ça. Oui, tout est une question de proportion. Alors après, moi, le marsouinage, c'est pas bien clair dans ma tête. Hein. On va inventer des mots comme ça. Moi, dans sport auto, je suis entendu parler de pompage aéro ou de choses comme ça. Soit ça vient de l'aéro, soit ça vient des pneumatiques et que c'est le pneu qui vient faire amortisseur. Là, vu l'ampleur du pompage, ça me semble pas ça. Et c'est ce qui me semblait dès le départ, c'est que pour moi, quand il y a des gros mouvements comme ça, généralement c'est du pompage aéro. Donc le pompage aéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement il y a un effet de sol de par les formes et tout le travail qu'il y a par le fond plat. Il y a une aspiration qui se fait. L'effet de sol est interdit depuis quelques années, mais on arrive à le reproduire et on l'a dans tous les protos. Nous, on a MP2 qui en a MP1 et on a un peu cet effet de sol avec le diffuseur arrière. Cet effet de sol, il y a un moment donné, ce qu'on appelle stoller, c'est calé. C'est qu'à un moment donné, ça prend la charge et puis c'est comme comment décrire quand on est dans un tube et qu'on aspire et que le tube grossit.
Ah oui, 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 et ça fait ce phénomène où il y a un moment donné l'aspiration est complètement lâchée. Ouais. Et donc vous pouvez, je vais dire une bêtise, mais vous êtes à 400, on va dire 500 kilos de charge finalement d'aspiration et la voiture est aspirée par le sol. Puis qu'à un moment donné, avec un peu de pompage ou le profil de votre fond plat, il y a un moment donné, tac, il vient décrocher. Et l'aéro ne fonctionne plus. Mais il fonctionne plus en une fraction de seconde. C'est-à-dire que vous passez de 500 kilos de charge à 0. Ah oui. Et donc la voiture est écrasée et elle est lâchée. Et quand elle revient, elle reprend l'aspiration. Et ouf, et tac, ça vient pomper. Et donc ça vient s'amplifier comme ça. Et généralement, ça commence avec des petits mouvements parce que on perd 100 kilos de charge, 150, 200, puis à un moment donné, tac, ça passe au-dessus. Et alors là, il y a plus d'aspiration. Et donc ça crée ce mouvement de pompage. Et là, c'est un pompage non pas mécanique, c'est un pompage aéro. Oui, on est d'accord. Donc c'est de là toutes les discussions qu'on entend avec les teams qui finalement, pour arrêter ce pompage, qui à un moment donné devient incontrôlable. Quand vous êtes en ligne droite, je pense qu'un pilote, à un moment donné, si la voiture elle est rapide, il se démerde, mais il doit supporter. On a tous eu ça, et quand on est aux 24 heures du Mans et qu'on a une voiture qui fait ça, vous allez pas pleurer tous les matins, vous prenez un aspirine et roule. Donc je pense que ça vient pas forcément, le pilote il s'adapte à ça. Ben, le problème c'est que là, sur un profil de circuit comme ça, c'est qu'encore une fois vous êtes dans les grandes courbes. Si la voiture elle commence à pomper comme ça, et vous avez du pompage aéro alors que vous avez 2,5 tonnes de charge et que vous êtes en train de passer à 2,50 ou 2,80 dans la courbe, il y a un moment donné la voiture tu la perds. Donc là tu la craches la caisse. Donc c'est même pas un problème de feeling machin, c'est que vraiment là tu vas la tarter la voiture. Donc à un moment donné tu dois aller récupérer une constance, et vraisemblablement l'équilibre châssis, aéro, mécanique, il y a des teams qui n'ont pas trouvé cet équilibre pour arriver à maintenir la voiture le plus bas possible pour aller chercher la charge aéro. Donc si tu n'y arrives pas et que tu commences à avoir du pompage dans les grandes courbes, malheureusement ça c'est le pilote peut rien y faire et ça devient très dangereux. Et donc la seule solution c'est de remonter la caisse. Et donc tu remontes la caisse, qu'est-ce qui se passe? T'as plus de charge aéro. Donc là t'es garé. Et là, tu vois un Hamilton 15e. Ouais, c'est ça. Donc, c'est que, et d'ailleurs, là, les Mercedes, elles ont un gros manque de charge aéro. C'est-à-dire, quand t'es 15, tu prends une seconde et demie en qualif, je sais plus exactement combien, mais. Oui, c'est ça, c'est gros. Non, mais c'est que la voiture, elle tire pas par terre. Elle glisse, mais les pneus, c'est les mêmes. Donc, les mecs, ils savent faire fonctionner les pneus quand même. Donc, c'est de la charge aéro. Et la Mercedes, aujourd'hui, a un énorme manque de charge aéro. Hamilton qui a donc terminé 10e, je le rappelle, si on l'avait oublié, 10e à la régulière ce Grand Prix. Franchement, qui a fait une très belle course, qui s'est défoncé. Il est bien remonté à un moment donné. Qui est remonté, ils ont eu un petit souci et a perdu une grosse seconde au pit stop. Là, d'une part, et en plus il s'est pas arrêté au moment où il aurait voulu. Donc il a manqué un peu de bol. Mais franchement, il a très bien roulé en course. Il a fait ce qu'il a pu, mais de toute façon, à mi-course, on voyait les temps. Par rapport au top 5 des caisses à rouler à ce moment-là, 29-0, un truc comme ça, c'était pas 29-0, mais ça se tenait tout à peu près dans le dixième, et Hamilton roulait 6 ou 7 dixièmes moins vite, c'est ça. comme Russell d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment la Mercedes, et je suis pas certain que Mercedes ait la possibilité. Là il y a des gros changements fondamentaux, aéro, ça se trouve pas comme ça. Non. Donc je ne suis pas certain que Mercedes arrive à combler dans les 2-3 grands prix à venir cet écart, sachant qu'avec effectivement cette réglementation qui est pas critiquable, où les essais sont limités, le coût des saisons sont limitées. Ils peuvent pas fabriquer 2 autres bagnoles et partir en essai pendant 15 jours pour aller développer une nouvelle auto. Là, je pense qu'ils sont pas très bien. Alors, si on passe un peu en revue, parce que là, on va pas te retenir trop longtemps non plus, mais si on passe, j'avais quelques questions un petit peu en rafale. Je vais mettre de côté Williams et Aston Martin, qui eux sont vraiment dans le dernier groupe. Là, c'est clair, ça le fait pas. Au milieu, intéressante, et effectivement hier on a quand même eu une bataille franco-espagnole intéressante. Ocon, Alonso chez Alpine. Un petit avis sur cette duel, est-ce qu'on a franchi un petit peu trop la ligne jaune en inter? Premièrement, Alpine, force est de constater que franchement ils sont là. Ils sont bien. Les deux étaient dans les points
À Bahreïn. Complètement. Ils sont. Et là, Ocon fait donc hier fait 6. Ils sont à l'affût du podium. Dans les 4, 5, 6. Aujourd'hui, c'est un peu la place, mais on sent que il leur faudrait pas grand chose pour venir se mêler et venir toucher le podium. Après, concernant la baston, et je trouve Vas-y, dis-nous tout. Non. Vas-y, lâche-toi. Non, bon, après c'est mon avis, mais je trouve qu'Ocon il a été beaucoup trop loin. Il a non seulement pourri sa course, mais celle d'Alonso, et par conséquent il a pourri la course d'Alpine. Il y a un moment donné qui défende un peu sa place, qu'il le fasse avec une Mercedes, qu'il le fasse avec une Alpha, qu'il fasse ça, on comprend évidemment. Maintenant, c'est la deuxième course du championnat. Ils sont pas en train de se battre pour la victoire. Alonso, il me semble, a toujours été extrêmement fair-play avec lui, ce qui est quand même pas dans ses gènes. Il joue l'équipe, il a quand il a fallu défendre pour aider Ocon, il l'a fait. Enfin, voilà, on sent qu'il y a quand même un esprit qui est quand même positif dans cette équipe et entre les deux pilotes. Et je trouve que Esteban, franchement, a été trop loin. Donc on a le sentiment qu'il a voulu montrer qu'il était tu montres rien, plus fort, tu montres que tu fais le chien galeux à bouchonner ton équipier comme ça, qui était franchement plus vite. Résultat, t'as Bottas qui recolle et qui vient foutre la merde avec eux jusqu'à la fin de la course. Donc c'est bon, ok. Moi perso, je trouve que il a été trop loin là parce que c'est son équipier. Je dis pas, il ferait ça avec un autre, très bien, bravo, mais là, franchement, c'est important dans son intérêt que toute l'équipe, que Alpine dans son ensemble viennent aller chercher devant les mecs. Quand t'as envie de faire ça, tu te mets un minimum d'accord pour pas trop se gêner. Et ils ont été jusqu'à obligés d'aller fixer les positions. Il y a un moment donné, c'est ça. Le message est bien passé. Le message a été de dire vous arrêtez. Mais c'était pas vous, c'était quand même Esteban qui puis on l'a vu l'agacement quand Alonso est passé. Bon là il dit c'est bon arrête quoi, tu vois, là tu saoules. Bon, on a tous eu effectivement je crois ce sentiment. Non mais avis, si voilà, je pense qu'on l'a tous vu un peu comme ça. Si. Ouais, c'est sûr. Bon. Un des héros de ce début de saison, c'est Magnussen. Attends. Et je dis ça d'autant plus que je peux pas dire que je l'ai toujours super adoré, avec une mentalité qui parfois m'a semblé un peu limite. Mais bon, il est rappelé à la dernière minute. Bon, on voit que la F1, ça ne se refuse pas, puisqu'il arrête instantanément un programme endurance qui était quand même prestigieux. Il vient en F1, mais le fait est qu'effectivement, incroyable. Je rappelle qu'il fait 5 à Bahreïn, 5, et qu'hier, on le voit tout le temps. Et qu'effectivement, il termine encore devant Hamilton. Il fait 9, c'est un peu moins bien en brut, mais attends, il tient cette équipasse et il est relativement incroyable, quoi. Il montre, c'est assez, enfin, en fait, la chose qu'on a pu imaginer. Il y a deux pilotes comme ça qui montrent quand même que le pilote fait une différence dans une caisse quand même. Pour moi, c'est lui et Bottas. Voilà. Alors, c'est vrai que Bottas, pour moi, est l'autre un peu héros de la début d'année. C'est que, le niveau de Bottas, on le connaît. Oui. Mais là, il serait épanoui complètement. Il est capable. C'est quand même un mec qui a fait des pôles devant Hamilton à la régulière. Je pense pas qu'il y en ait 40 qui peuvent se targuer de faire ce genre de choses. Après, c'est plutôt en course où Bottas, on l'avait trouvé très. Enfin, ça a été la grande déception de l'année. Il a pas eu de pôle non plus dans sa carrière avec Mercedes en course, avec des crevaisons, alors qu'il a les courses gagnées. Enfin, bon, ok. Mais il n'empêche que la comparaison Hamilton lui en course, là il y a un gap, il y en a un stratosphérique aussi. Mais il avait vraiment le pas sur Hamilton. Là, il peut tout à fait se faire qu'il est complètement libéré. Le potentiel, sa vitesse pure, et évidemment il l'a pas perdu. Et le fait qu'il soit leader dans une équipe où on lui donne toute confiance peut aussi le libérer. Mais lui et Magnussen prouvent que des équipes qui sont franchement fin de grille, je veux dire Alpha l'année dernière c'était quand même pas dingue. C'était plutôt un peu loin, même si de temps en temps il y avait des belles choses. Raikkonen, Giovinazzi, mais les deux pilotes sont en train de montrer que finalement ces deux équipes qui avec un bon pilote dedans peuvent se montrer et sont tout à fait capables de montrer le potentiel de la voiture et le leur également. Donc Magnussen, bon évidemment là Magnussen c'est encore plus choquant parce que ça fait 1 an et demi qu'on voit les As moitié d'Erjo. Là de voir Magnussen
faire 5, alors même s'il y a eu des circonstances, il faisait 7, mais malgré tout 7 à la régulière, en Q3, je veux dire, là tu te dis bah oui, là effectivement, et là je me suis dit le pauvre Schumacher, je pense que là tu peux retourner faire du golf, parce que là quand t'as ton équipier qui débarque et qui t'atomise comme ça, non seulement dans la seconde t'as perdu toute ta crédibilité avec les mécanos, le management. Déjà là t'as compris que t'as l'autre qui est là, qui vient et qui te défonce. Après un an, tu te dis et l'autre qui débarque, qui n'a pas roulé depuis je sais pas combien de temps. C'est ça, tu te dis là il y a un souci, quoi. Alors, et c'est ce qu'a créé ça c'est, pour moi c'est une certitude, c'est ce qui a créé l'accident d'aller essayer. Après ça l'a réveillé, mais ce qui pouvait être une bonne chose, parce que après ça peut révéler quand il y a deux mecs qui roulent mais que ça roule mal, et puis qu'il y en a un qui se plaint, l'autre il est bien content que l'autre se plaigne, parce que finalement quand il a un peu de vent, il dit vous voyez, la voiture elle est pourrie, mais je suis le meilleur des deux, quoi. Alors quand il y en a un qui vient de couper en deux, t'es bien obligé de prendre tes responsabilités, d'assumer ton niveau, et là soit tu te mets à niveau, soit tu vas mourir chez toi, parce que t'as pas ta place, enfin ça marche pas, ça. Donc là il a essayé effectivement de revenir, ce qu'il était globalement en plus qu'il était plutôt en train de faire. Donc c'est vraiment dommage, c'est vrai. Il y a pas de c'est pas dans le sens de la critique, c'est que c'est un peu con pour lui, parce que je pense que le tour qu'il était en train de faire était beau, mais il était beau parce qu'il était over limit, et puis qu'il en a mis un poil trop, quoi. Bon, après mais bon, là il est à la porte des points, Schumacher, donc effectivement ça devrait le faire. À voir comment il va réagir maintenant, parce que c'est délicat, c'est-à-dire que là aussi c'est pas une équipe, c'est là, moi je sais pas après où ils en sont, ça ne regarde pas, où ils en sont financièrement avec les procès avec les partenaires russes, mais il va y avoir là la voiture elle est détruite, donc là il y en a pour quelques, quand même, je pense qu'il y en a pour quelques millions là, parce que le moteur est mort, boîte morte, je sais ce que ça coûte en proto. Là je pense qu'il y en a pour quelques millions, la voiture elle est morte, donc là ça vient quand même peser sur le budget encore de la saison. Ça peut peser sur son mental à lui, c'est que la prochaine fois quand il va falloir envoyer du lourd comme ça, dire je peux pas trop la détruire. Je connais pas son contrat, parce que il est tout à fait possible que ce soit les frais, ce soit à sa charge. Petit détail. Il peut tout à fait y avoir ce genre de clause. Je pense que des gros crashs comme ça, dans des circonstances très compliquées, dans un team, je rappelle quand même, ils ont viré le mec qui payait quand même, qui amenait sûrement la moitié, voire plus de la saison. Donc je sais pas trop comment ça va se gérer, mais je pense que ça peut avoir des conséquences, le crash, malheureusement. Bon, Question légitime que pose Tristan, on va la garder en mémoire. Non, il y en a un. Alors, Magnussen, Bottas, s'ils ont ce rôle jusqu'à la fin de l'année d'empêcheur un peu de tourner en rond, de poil à gratter, qui arrive à se glisser dans le top 10 et à venir jouer, ça sera super, parce que effectivement. C'est surtout fabuleux pour les équipes, parce que au-delà de tout ça, quand on est bon ou mauvais, de toute façon le boulot, les mécanos ils bossent comme des dingues. Donc c'est quand même un truc je suis vraiment content pour ces deux équipes-là. Parce que Fred, ça a été mon patron aussi, donc je suis content que s'il arrivait au bout, je connais l'état d'esprit du bonhomme, il est pas là pour faire de la figuration. Donc je suis content pour ça. Et puis As, malgré tout, il joue les troubles faits un petit peu depuis le départ, et je suis vraiment content pour eux, parce que ils se battent comme des chiens avec les moyens qu'ils ont. C'est pas un constructeur, c'est très compliqué d'aller monter les programmes comme ça. Le financier, As, on l'a vu, c'est très très compliqué, je pense, de faire face à une équipe de F1 comme ça. Et puis d'avoir un pilote qui revient et de voir leur voiture, en gros, milieu de grille, comme ça, c'est top. Je trouve ça super pour tout le monde. Dis donc, mais moi j'ai envie de mettre un accessite franc à Joe. Alors donc, le chinois. Donc effectivement, on sait que on dit Joe et non pas Zhou. Mais bon, ok. Mais attends, hier, t'es comme moi. T'as bien vu qu'il a pris un départ catastrophique, il s'est retrouvé dernier au ralenti abandonné. T'as bien vu qu'il a été pénalisé, que sa pénalité s'est mal passée, qu'on le met un drive-through. À l'arrivée, il est juste derrière Hamilton, il est 11. Et je rappelle qu'il a donc fait 10 à Bahreïn. Pour un premier Grand Prix, pour un pilote chinois qui déboule dans le grand monde de la Formule 1,
Ah moi écoute là je dis bravo, super, je lui mets des étoiles, donc on verra, mais pas mal ce Joe. Non, il est pas ridicule, mais Bah après c'est qu'effectivement je pense que tout le monde s'attendait à une telle catastrophe, c'était un peu la moquerie. Bon je pense aussi il y avait une espèce de solidarité avec Giovinazzi, faut être honnête, il avait pas mérité enfin le job qu'il avait fait méritait pas de perdre sa place, donc on peut comprendre pourquoi il l'a perdu, ça a été évoqué. Bien sûr. Donc on n'aime pas trop ça. Ben voilà, dans le sport, on n'aime pas trop ça. Donc c'est vrai quoi. Il est arrivé. Faut aussi se mettre à la place du gamin. Le Zou qui est bon, il a du pognon, hein, on va pas lui en vouloir. Faut s'imaginer à la place du gamin, la pression, le regard des autres. Il avait tout à prouver évidemment, et il est en train de le faire. Il est pas plus ridicule qu'un autre. Et franchement, c'est très très humainement. Je parle humainement. On va pas faire de politique. Humainement, on l'a vu de toute façon à la fin du premier Grand Prix, l'émotion qu'il avait. C'est évidemment un rêve pour tout gamin de se retrouver là et de faire le job et de rendre heureux toute l'équipe. C'est là encore c'est top. Voilà. Et puis au milieu il y a un peu deux équipes, un peu pas super. McLaren, ça c'est clair, le premier Grand Prix catastrophique. AlphaTauri, s'il y a pas Pierre Gasly, on a l'impression que ça va être ça serait un peu plus dur là en ce début d'année, hein. Donc effectivement, Pierre hier fait 8. Tsunoda avait fait 8 à Bahreïn, donc à chaque fois on arrive à marquer des points, mais on sent que là il y a un petit step qui est pas encore franchi, hein. Non, ils sont dans le ventre mou, un peu. C'est ça. McLaren, c'est vrai, refait un step en arrière, là où ils avaient été impressionnants, ils avaient fait une deuxième partie de saison qui était très belle. Là, ils ont refait un step en arrière. Et puis, c'est vrai que les AlphaTauri sont un peu dans le ventre mou, quoi, hein. Bon, les Williams, c'est un peu sans surprise, mais finalement, ils sont un peu dans la même position qu'ils étaient l'année dernière. Donc c'est comme ça, mais c'est vrai que pour Pierre et AlphaTauri, ils sont un peu dans le ventre mou, et ça rend encore plus beau finalement le travail de Haas. Et ce qu'est en train de faire Magnussen, c'est que finalement, si on prend deux Magnussen, en tout cas Magnussen, Pierre sont à peu près au même niveau là. Donc si on estime que ces deux pilotes, et je pense que c'est le cas, exploitent à 99% le potentiel de l'auto, parce que j'ai toujours 100%, ça me paraît toujours un peu ambitieux, mais en tout cas exploite à fond les deux autos. On voit que les deux équipes sont quand même très très similaires. Là où AlphaTauri l'année dernière était très impressionnant, enfin je veux dire, Pierre a été régulièrement dans le top 5. Oui, c'est ça. Le top 5, c'était sa place. C'était non seulement sa place, il était capable de le tenir en course, mais il était, je sais pas combien de fois, il était P4 ou P5 en qualif. Donc c'était vraiment leur place, quoi. Donc là, ils ont reculé de 3-4 places, et sont revenus au niveau de, alors autant, ça a fait un bond en avant. Faire un bond en avant, ça leur a pas coûté, c'est le bond en avant, ils ont changé de pilote, quoi. Je pense que le bond en avant, eux, c'est très simple. On peut dire ça, effectivement, t'as raison. Je pense qu'ils ont juste changé ce qu'il y avait entre le moteur et le volant, quoi. Donc là, c'est ce qui coûte le moins cher. Et puis par contre pour Pierre, c'est un début qui semble l'agacer un peu, et ce que je peux comprendre, quand tu as eu l'habitude de te battre dans le top 5, te retrouver péniblement dans le top 10, ça agace. T'as le temps pour une dernière question? Bien sûr. Ça va? Bon, je te remercie. Oui, dernière question, parce que je viens d'y penser, les remous inter F1 de l'hiver avec un directeur de course donc qui a été, on va dire ça, remercié, et on se doutait bien qu'il pouvait pas continuer, Michael Masi. Bon, donc il y a une direction bicéphale au niveau de la direction de course, avec notamment Eduardo Freitas, que tu connais. Voilà, c'est pour ça que je viens de penser à cette question. Évidemment, directeur de course de l'endurance depuis tant d'années, WEC et ELMS. C'est pour ça que tu l'as pratiqué aussi. Donc, est-ce que ça te semble être un bon directeur de course, une décision bonne, le fait qu'on rajoute même, t'as vu, une sorte de VAR à la sauce F1 à Genève où on analyse tout ça. Bon. Comment tu peux considérer tous ces changements qui ont eu lieu? Pour moi, je pense que c'est trop tôt pour le dire, parce que ça demande, il faut qu'il y ait des situations très compliquées. C'est dans la difficulté, et c'est avec la pression, parce que tout a explosé quand à un moment donné la pression était devenue très très impressionnante entre Hamilton, Verstappen et entre les deux équipes. C'est là que tu vois une direction de course, est-ce qu'elle est solide, elle l'est pas, et quelles sont les décisions qui vont être contestables ou qui ne le seront pas. Je pense que Masi il a fait des choix de philosophie de directeur de course. Moi, je trouvais qu'il pouvait tout à fait être envisageable, mais ça s'est fait dans un contexte historiquement assez exceptionnel,
où ça demandait une rigueur absolue finalement parce que ni les deux équipes ni les deux pilotes ne pouvaient accepter quelque chose qui ne soit pas clair et complètement fair play. Donc bon, ça lui a coûté sa place. Maintenant, je pense que ça peut être une bonne chose. Bon, évidemment, je connais Eduardo depuis 2004-2005, voilà. Même avec les World Series by Renault, on se connaît très bien. Je vois bien le profil du garçon. Je pense que, à titre personnel, c'est quelqu'un qui maîtrise très très bien l'endurance. Donc c'est un challenge qui va aussi leur booster un peu. Je pense qu'il doit être aux anges de pouvoir faire ça. C'est quelqu'un qui stresse beaucoup, je pense qu'il va en baver, mais qui est extrêmement droit dans ses bottes et sur la réglementation. Je pense que c'est quand même effectivement ce genre de personnage dont avait besoin la F1 et qu'à un moment donné, on évite le surplus de communication entre la direction de course et les équipes, où je trouvais que ça avait passé des bornes. Oui. C'était devenu une cour de récréation. Ah oui, oui. Et que là, avec Eduardo, ça va être très compliqué, ça. C'est-à-dire que, enfin, ça fait 20 ans qu'on en rigole, nous, et moi, c'est quand même quelqu'un que je connais bien et qu'on discutait beaucoup sur la consultation du circuit. Il était venu me voir encore il y a très peu de temps pour me demander pour les alentours des virages Porsche et de ce qui me semblait intelligent de faire sur la sécurité. Donc c'est quelqu'un qui est dans la discussion en dehors de la course et qui est complètement prêt à se remettre en question, à écouter, prendre des advisors, enfin des consultants. Par contre, une fois que la course elle est partie, donc comme je disais, on en rigole beaucoup, c'est que le circuit, this is my garden. D'accord. Voilà. Oui. Et si tu viens marcher dans mon jardin, on va pas être content. D'accord. Et on en rigole quand il dit ce genre de choses, mais effectivement, il y a un moment donné, les choses sont très très claires. Et je pense que la F1 moderne, avec la complexité, les enjeux qui sont importants, on le voit, ont besoin d'un mec comme ça. Bon. Alors après, en plus, on voit quand même les pouvoirs ont été un peu dispatchés parce que, de par ces enjeux, la difficulté, la complexité du règlement et la vitesse de réaction que ça demande pour dire l'ouverture, la fermeture des pit lanes, bam, 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 et qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de choses avec les pimpins qui t'appellent en disant mon pilote, il se plaint de machin, je sais pas quoi. Et à un moment, c'était juste ingérable pour un bonhomme. Donc je pense que c'est aussi une bonne chose de pouvoir répartir deux, trois éléments de la course à des personnes qui sont dédiées à ça et d'avoir au-dessus de ça, effectivement, un directeur de course qui est là pour infuser et appuyer sur le bouton de la décision. Ça peut aider. Mais ça, malheureusement, que le système fonctionne ou pas, on le saura quand ce sera vraiment sous la pression. Et pour le moment, tout s'est bien passé. En tout cas, il n'y a rien eu à redire sur je rappelle, course. Oui, je rappelle qu'avec 23 grands prix au programme, forcément, ça ouvre aussi la porte à une saison très longue. Et forcément, ça multiplie les occasions d'avoir des incidents et des problèmes. Voilà, forcément, s'il y a 16 grands prix, il y aura peut-être 16 fois moins de problèmes que 23. Bon, ok, c'est mathématique, on verra ça. Bon, écoute, Tristan, merci de ta disponibilité pour cette analyse concernant ce début de saison. Mais c'est vrai que ça semble être parti assez en fanfare cette année 2022 sur la lancée de 2021. Et déjà, ce qui est à retenir, ce qui est quand même top, c'est de revoir Ferrari. Depuis Schumacher, on avait pu vu les Ferrari blancs, donc ça c'est quand même top. On sait qu'ils ont deux pilotes. Et je pense que Sainz, peut-être que ces deux circuits-là lui conviennent pas forcément très bien, mais je ne pense pas que Sainz reste en retrait de Charles comme ça bien longtemps. Donc on va vraiment, je pense, avoir vraiment les deux Ferrari. Les deux pilotes Red Bull sont présents. Ce qui est surtout agréable, au-delà de ça aussi, c'est qu'on n'a pas une dominance d'une équipe. Oui. Il n'y a rien de pire que ça. Donc là, on a deux équipes qui font le job, qui sont déjà tout de suite en train de se battre et qui vont, par conséquent, faire tout ce qu'il faut pour rester devant. Donc on va avoir une tension qui va continuer à monter. Je ne crois pas qu'il y ait une équipe qui prennent l'ascendant clairement sur l'autre. Donc je pense que Red Bull et Ferrari vont continuer à se battre comme ça encore
pas mal de temps. Et puis après, bon, ce qui est à souhaiter, c'est quand même qu'il y ait éventuellement, on l'espère tous, c'est qu'il y ait une troisième équipe qui vienne un peu à ce niveau-là. On aurait attendu, effectivement, en fait, ceux qu'on n'attendait pas, c'était Ferrari. Oui. Mais Mercedes, malheureusement, je pense que là, il y a un gros boulot à faire sur les autos. Et je ne crois pas que dans les 3-4 grands prix à venir, ils aient le temps de rectifier le tir comme ça. Ouais, effectivement, là, la question se pose. Bon, écoute, on va suivre ça. Je préviens peut-être que cette année, on se reverra peut-être pas après tous les grands prix, mon cher Tristan, parce qu'effectivement, 23, c'est beaucoup, etc., et que c'est forcé qu'il y aura des grands prix qui seront un peu moins forts. Donc là, évidemment, on marque le coup avec le début de saison, mais on fera peut-être plus au cas par cas, avec un petit côté un peu plus événementiel par rapport à un grand prix où il se sera passé quelque chose. L'an dernier, cela étant, on n'en a pas manqué d'occasion de se voir, et ça se trouve, ça sera exactement la même chose que cette année, mais disons que je vous donne pas forcément rendez-vous après chaque Grand Prix. On analysera, Tristan et moi, la situation, et puis dès qu'on peut, évidemment, on se retrouvera. Et comme ça, ce sera des bons numéros bien denses, comme aujourd'hui. Écoute, ça a été encore très long, mais excellent. Non, parce que je parle de trop. Mais non, mais pas du tout. Tu es très bien, Tristan, et on te remercie. Je sais que tous les auditeurs et spectateurs, même donc de l'Afterlap, apprécient beaucoup tes commentaires. Allez, je te libère. Parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut aussi bosser. Pilote, voilà. Oui, c'est du direct. Tu es attendu à Spa, et donc j'espère que je t'ai pas trop mis en retard. Non, ça va. Ça va, mais enfin voilà, il fallait pas trop non plus s'attarder. Allez, porte-toi bien, Tristan. Merci. Portez-vous bien tous. Merci pour votre passion, votre fidélité, et donc à très bientôt pour un nouveau numéro de l'Afterlap, le podcast du sport auto. Salut à tous.